Je suis heureux de vous accueillir dans cette seconde session du séminaire de l'IDEA. Son objectif est clair, faire dialoguer deux spécialistes sur un thème commun, essayer de dégager des enseignements, des méthodologies pour faire progresser les analyses comparatives. Aujourd'hui, nous avons, à vrai dire, un sujet tout à fait original, l'Indo-Pacifique, regard croisé entre les États-Unis et l'Amérique latine. Là, 3 spécialistes vont intervenir, ce qui annonce un débat particulièrement riche parce que l'aspect comparatif est là très présent. Mikhail Strikov, qui est spécialiste d'histoire politique, maître de conférences en civilisation des États-Unis à Aix-Marseille, a en chantier un grand projet de recherche sur la dynamique des relations des pays du monde anglophone avec l'Indo-Pacifique. Lui répondra dans un second temps Sébastien Ioios, qui est docteur en sciences politiques, qui travaille en tant que maître de conférence en civilisation hispano-américaine au département de l'Université de La Rochelle. Lui a déjà, à son actif, d'avoir organisé des journées d'études précisément sur le thème des dynamiques, interactions et interculturalité asiatiques au sein de l'IDEA. Enfin, et le troisième acteur va être introduit en version de Rémi Castet, qui est sinologue et politiste, qui va nous introduire tout le rôle de la Chine et bien sûr va mener le débat en posant des questions aux deux intervenants. Je passe immédiatement la parole au modérateur, Rémi Castet, et donc nous allons commencer dans cet ordre-là. Merci Robert. Je vous propose, maintenant que les présentations sont faites, d'entamer notre présentation et je te propose, Michael, de commencer ta présentation. Donc Sébastien interviendra dans la foulée, je ferai quelques remarques et puis nous prendrons les questions du public. La parole est à toi, Michael. Merci Rémi et Robert, et merci à l'Institut des Amériques pour avoir organisé ce séminaire. Merci à vous tous et toutes pour être présents d'ailleurs dans le public. Je vais commencer par présenter la perspective américaine sur la question de l'Indo-Pacifique, notamment en mettant l'accent sur la construction de ce raisonnement géopolitique. Ça veut dire comment la définition d'une aire géographique, qui est aujourd'hui considérée comme étant un fait réel de la géopolitique américaine, c'est-à-dire l'Indo-Pacifique, a été construite à des buts spécifiques qui mèneront éventuellement à notre question, c'est-à-dire, je crois, l'exclusion de l'Amérique latine, en certains cas, de cette ère de première priorité pour les États-Unis. Par contre, cette histoire ne commence pas avec les États-Unis même, puisque l'idée de l'Indo-Pacifique n'est pas un produit de la stratégie américaine, mais en fait, c'est quelque chose qui a été construit entre les relations entre l'Inde et le Japon. La première théorisation de l'Indo-Pacifique en tant qu'une ère géopolitique a été faite par un chercheur en études de sécurité et ancien militaire indien, Gurpreet Khurana, qui propose en 2007 cette idée d'un espace Indo-Pacifique qui sera une manière de mettre l'accent sur les flous entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Il a constaté qu'essentiellement, il y avait des transferts économiques entre notamment les ressources pétrolières du Moyen-Orient vers la Chine et d'autres économies puissantes de l'Asie de l'Est, qui s'alignaient parfaitement avec des problématiques relatives à la sécurité, notamment l'inquiétude de la part des États-Unis du transfert possible de technologies militaires de la péninsule de Corée ou même de la Chine en retour vers le Moyen-Orient. C'était ce réalignement et cet accent mis sur les flous à travers le détroit de Malacca qui intéressait en tout particulier Khurana. En même temps qu'on a la première apparition de ce mot, Shinzo Abe, le premier ministre japonais, donne un discours devant le Parlement indien, connu comme la confluence des deux mers, où il met également l'accent sur les liens entre les deux océans, même si, à ce moment-là, il ne parle pas d'Indo-Pacifique. Nous pouvons aussi tracer les origines de cette idée à ce discours et l'accent que le Japon va mettre sur le partenariat avec l'Inde et d'autres partenaires définis comme étant des alliés démocratiques dans la région.
À cet effet, le Japon propose la première version de la Quadrilateral Security Dialogue, le Quad, qui va réunir l'Australie avec l'Inde, le Japon et les États-Unis, bien évidemment. En ce qui concerne les États-Unis, dès 2011, nous voyons une tentative de mettre l'accent sur les relations avec les partenaires dans ce que l'on appelait à l'époque l'Asie-Pacifique. Lorsque Hillary Clinton, le secrétaire d'État de Barack Obama, annonce un pivot vers l'Asie. C'était vraiment un effort de réorienter les ressources américaines, notamment les ressources militaires, qui étaient depuis longtemps concentrées au Moyen-Orient pour la guerre contre le terrorisme, à cette date qui s'aligne parfaitement avec la fin de la première intervention militaire américaine en Irak. Cette importance qui est mise sur la région ne cesse pas d'augmenter, notamment après l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping et son projet essentiel économique qui est les nouvelles routes de la soie. Or, les États-Unis ne réussissent pas vraiment à se retirer du Moyen-Orient à ce moment. 2011 annonce également les printemps arabes qui mènera à la guerre civile en Libye, en Syrie et éventuellement une implication forte de la part des États-Unis dans la coalition pour lutter contre Daesh en Irak. Et en même temps, l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 qui met l'accent sur les questions de sécurité européenne. Donc, du point de vue américain, il y a une envie de se reconcentrer sur l'ère Asie-Pacifique qui n'est pas vraiment réalisable à ce moment-là. C'est toujours les acteurs un peu plus locaux qui mettent l'accent sur l'idée d'Indo-Pacifique. Et à ce titre, c'est l'Australie qui est la première puissance qui utilise le mot dans une stratégie de sécurité nationale dès 2012. Il y aura d'autres qui vont suivre éventuellement, avec les États-Unis qui l'adoptent finalement en 2018. Entre-temps, le Quad est reconstitué en 2017, donc nous voyons ce transfert vers les priorités américaines petit à petit à travers toute cette période. Et comme je viens de le dire, c'est finalement en 2018 que les États-Unis commencent à parler d'Indo-Pacifique dans une stratégie de défense nationale qui rappelle les mots de Shinzo Abe en parlant de cette idée de maintenir l'Indo-Pacifique libre et ouvert grâce au partenariat avec des puissances démocratiques dont les parenthèses en quelque sorte de la région seront l'Inde d'un côté et le Japon de l'autre. Pour vraiment accentuer ce changement, les États-Unis changent le nom de leur commandement unifié de combat qui gère l'armée dans cette région, qui auparavant s'appelait simplement le Pacific Command, qui deviendra alors le Indo-Pacific Command. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, les États-Unis divisent le monde en 6 régions importantes pour les opérations militaires, dont la région en question qui est la Indo-Pacific Command. Ceci ajoute un petit aspect d'analyse institutionnelle à notre construction de cette région, puisque la manière dont les États-Unis vont définir l'Indo-Pacifique pour toutes ces questions stratégiques, non pas seulement pour les questions militaires, va s'aligner parfaitement avec l'aire géographique qui a déjà été définie par ces chaînes de commandement militaires. Pour répondre aux problématiques de cette région, les États-Unis proposeront une nouvelle approche diplomatique qui est censée distinguer la diplomatie avec cette région de ses stratégies précédentes. On pourrait utiliser le mot qui préfère Anthony Blinken, le secrétaire d'État de Biden, qui parle d'une diplomatie à géométrie variable. C'est-à-dire la construction d'une série de partenariats, d'alliances, de réunions ad hoc pour traiter des questions précises avec des partenaires de types différents et variés, mais toutes concentrées sur les problématiques relativement restreintes et locales. Ceci vient d'un constat réel qu'un certain nombre des institutions multilatérales qui étaient auparavant considérées comme les clés de la diplomatie américaine ne serviront pas pour la question essentiellement de la rivalité sino-américaine. Bon, l'ONU, puisqu'ils sont tous les deux membres du Conseil de sécurité, l'OMC, puisque celle-là a été affaiblie par la concurrence économique entre les deux. Mais ceci représente aussi un changement d'idée aux États-Unis à 2 niveaux. Une question de la sécurisation des questions économiques qui étaient auparavant traitées d'une manière un peu distincte des questions militaires ou sécuritaires, notamment toujours grâce à, ou peut-être à cause de la concurrence avec la Chine, mais aussi plus récemment, vu la faiblesse des chaînes d'approvisionnement illustrées par la pandémie de COVID-19. À mon sens, peut-être un peu plus intéressante encore que ces questions relativement précises de relations géopolitiques, il y a aussi un changement d'idéologie américaine que nous pouvons tracer de la fin de la guerre froide à cet dernier tournant vers un accent mis sur l'Indo-Pacifique.
Avec le chute du mur de Berlin et la dissolution de l'Union soviétique, les États-Unis mènent une stratégie d'élargissement de la démocratie avec une croyance dans la fin de l'histoire, dans une période où le modèle américain démocratique et capitaliste construit sur une mondialisation de libre-échange mènera naturellement vers un monde plus pacifique. Or, l'exemple de la Chine est tellement menaçant pour les États-Unis justement puisqu'il démontre que ce modèle n'est pas automatiquement la conclusion de toute évolution humaine. Il est tout à fait possible de maintenir les liens économiques mondiaux sans pour autant démocratiser ni devenir un partenaire privilégié à l'hégémonie américaine. Ce projet vraiment mondial qui standardisait en quelque sorte les réponses américaines aux problèmes de sécurité locale ou internationale avait ses plus grandes conséquences dans la guerre contre le terrorisme. Lorsque les États-Unis ont été attaqués en septembre 2001, la réponse de l'administration Bush a été tout de suite de proposer une guerre contre le terrorisme à l'échelle mondiale. On parlait de Global War on Terror relativement rapidement et nous voyons cette trace dès son discours devant le Congrès le 18 septembre 2001. Comme nous pouvons le voir sur cette carte-là qui trace les opérations antiterroristes des États-Unis seulement entre 2018 et 2020, donc très récente et seulement pendant une période de 2 ans, cette guerre a eu vraiment une portée à l'échelle mondiale, notamment par l'inclusion d'un certain nombre de questions qui avaient relativement peu à voir avec la question de l'Al-Qaïda ou l'attaque contre les États-Unis sous l'égide de guerre contre le terrorisme. Pour ce qui nous concerne peut-être le plus, avec les relations avec l'Amérique latine, toute la lutte contre les narcotrafiquants ont été redéfinies comme étant la lutte contre les narcoterroristes, qui permettait de répondre à ces acteurs non étatiques qui semblent être un peu en dehors du système des grands pays qui partageaient un monde de commerce libre, comme étant plus ou moins la même chose, au moins en termes de la grande stratégie américaine. Or, comme je l'avais déjà un peu évoqué, le pivot vers l'Asie représente pour les États-Unis un désir de sortir des logiques de la guerre contre le terrorisme et surtout de sortir d'une dépense en ressources économiques et en matière humaine dans le Moyen-Orient et le Nord-Afrique. Donc la fatigue de la guerre contre le terrorisme permet aussi cette revanche en quelque sorte de la géographie et les variations locales. Et donc la stratégie indo-pacifique américaine se portera très concentrée sur une région assez restreinte qui est d'ailleurs la vision de l'Indo-Pacifique le plus réduite entre tous les pays qui adoptent officiellement ce terme. L'aire géographique est très clairement définie par la menace chinoise, ou ce que les États-Unis interprètent comme étant la menace chinoise. Cette carte qui a été préparée par le Rand Institute, think tank indépendant mais qui travaille essentiellement pour l'armée américaine, illustre la portée des armements chinoises par les distances différentes de ces missiles et de ces avions de chasse. Comme nous pouvons le voir, la zone d'opération de commandement d'Indo-Pacifique sert un peu à définir le périmètre autour de la Chine, mais comme nous pouvons également constater, cette vision de la région met l'accent sur quelques points précis, les zones maritimes de la mer de Chine méridionale et le détroit de Taïwan, qui sont les 2 endroits où on pense qu'il y a une confrontation possible entre la Chine et les États-Unis, ou peut-être plus probable entre la Chine et des alliés ou partenaires américains qui pourraient éventuellement commencer une escalade vers une confrontation réelle. Donc cette vision très sécurisée, très restreinte, permet d'inclure l'Inde comme contrepoids à la Chine, mais à part ça, met l'accent essentiellement sur les partenaires à peu près traditionnels des États-Unis. En ce qui concerne le réseau sécuritaire dans cette région, donc, on parle d'un réseau en étoile, en anglais Spoke and Hub System, ou Hub and Spoke System, où à partir des accords de sécurité bilatéraux préexistants, la plus grande part ont été fondés pendant la guerre de Corée, donc les années 50, avec 5 pays qui sont des partenaires privilégiés des États-Unis puisqu'il y a un accord de défense mutuelle. Les États-Unis ont élargi le nombre de partenaires dans la région, notamment dans les efforts des forums minilatéraux qui permet d'inclure certains partenaires clés. Donc le Quad qui a été reconstitué en 2017
permet d'inclure l'Inde avec deux autres alliés principaux, une principale américaine. AUKUS, qui est beaucoup plus que simplement l'accord des sous-marins, permet d'inclure le Royaume-Uni comme un partenaire privilégié de notre aire géographique, mais avec l'Australie dans l'Indo-Pacifique. Et puis un certain nombre d'autres partenariats moindres, mais qui réfléchissent cette stratégie de géométrie variable où les États-Unis construisent maximum de petits partenariats. Nous pouvons voir l'importance de ces alliés de traité si on regarde la carte des bases militaires américaines. Dans ce cas-là, c'est la carte du monde, mais si nous nous concentrons sur la région en question, les alliés principaux, donc la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, les Philippines et la Thaïlande donnent un certain accès pour les Américains à ces mers contestées, avec le Japon et la Corée du Sud comme deux des partenaires les plus importants, au moins sur cette question-là, ainsi que les territoires américains. N'oublions pas que les États-Unis ont des colonies dans la région, dont la Guam est particulièrement importante pour une question d'accès de ressources militaires. Cette stratégie qui a été définie largement par la peur d'une confrontation avec la Chine est évidemment pas limitée à ses aspects militaires. Il y a un grand nombre d'efforts diplomatiques pour tisser les liens entre ces partenaires privilégiés et d'autres pays dans la région où les États-Unis essaient de se vendre comme étant le partenaire préféré face à une Chine peu fiable, selon les arguments américains. Nous pouvons voir qu'il y a, sous l'égide des autres instances plus grandes comme le Quad, l'IPEF que je vais introduire bientôt, ou le G7, des efforts dans tous les domaines que nous pouvons imaginer, économique, informatique, climat, d'autres problèmes transnationaux. Cette liste n'est que les projets qui ont été réalisés entre 2022 et 2023. Chaque année, il y a un nombre à peu près équivalent. Donc, c'est juste pour donner une petite idée de l'activité américaine dans la région. Nous pouvons voir que récemment, il y a l'accent mis sur les îles du Pacifique à travers les sommets, le Forum des îles du Pacifique et leur reconnaissance diplomatique, puisque les États-Unis constatent qu'une Chine qui puisse avoir des bases, elle, dans ces îles, empêcherait l'arrivée de matériel américain dans la région et, à contrario, les États-Unis qui puissent tisser les liens avec un maximum de pays du Pacifique du Sud permettra un accès privilégié dans la région. Et on voit également un effort de tisser les liens entre les partenaires américains qui, auparavant, n'avaient peut-être pas la meilleure relation entre eux. Donc, ça, c'est notamment le cas avec le Japon et la Corée du Sud, où le Japon et les Philippines, pour des raisons historiques qui datent de la Seconde Guerre mondiale, ont eu des relations relativement tendues pendant la plus grande part du XXe siècle. Pour le prendre tout ensemble, nous pouvons voir l'aire géographique telle qu'elle a été définie par les États-Unis reste presque identique à la zone d'opération du commandement Indo-Pacifique des États-Unis, avec une exception. Les États-Unis elles-mêmes font partie de l'Indo-Pacifique selon leur propre définition. Donc, c'est le commandement militaire Indo-Pacifique plus le côte ouest américaine. Comme je l'avais dit, celle-ci est la vision le plus restreinte de l'Indo-Pacifique. Et c'est fait exprès, justement, pour pivoter du Moyen-Orient, pour ne plus mettre l'accent, ou surtout ne plus mettre trop de ressources dans ces autres régions, et pour donner sens à une stratégie donc diplomatique et puis économique qui sont basées sur ces questions sécuritaires. À titre de comparaison, il serait peut-être utile de regarder une autre stratégie indo-pacifique dans des autres pays qui en ont développé un. Donc, la France, non seulement parce que nous sommes en France, mais puisque c'est une vision de l'Indo-Pacifique qui est particulièrement large. Selon la définition française, nous pouvons voir qu'il y a tout l'océan Indien et la moitié ouest de l'océan Pacifique. Bon, ça veut dire que c'est la région de Mayotte à la Polynésie française en passant par les terres australes et antarctiques françaises, ce qui est une manière de dire que la France est un pays endogène dans la région. C'est toujours une construction géopolitique qui a des buts politiques très précises, mais c'est aussi une vision qui met l'accent sur les questions économiques. C'est un peu la même vision de Khurana quand il l'avait proposé en 2007, qui veut vraiment souligner le transfert de ressources, dans ce cas pétrolières du Moyen-Orient, vers la Chine et d'autres pays de l'Asie de l'Est, mais aussi les terres rares et les ressources minérales de l'Afrique qui sont aussi en jeu. Donc, pas du tout la même vision que la vision américaine,
une vision qui se ressemble à la rigueur un peu plus au projet économique que nous avons vu dans les premières propositions des nouvelles routes de la soie, où l'accès au Moyen-Orient, l'Afrique et éventuellement à travers Suez, l'Europe, était au cœur des routes maritimes. Jusqu'ici, tout va bien, c'est très logique. Les États-Unis ont une vision très réduite pour les questions sécuritaires, principalement. Or, il y a des conséquences sur sur les partenariats économiques qui sont, je dirais pas inattendus, mais qui n'étaient peut-être pas au cœur de la stratégie. Et c'est là où je pense que nous aurons le plus de sujets à débattre avec Sébastien dans un moment. Donc, les États-Unis participent à un certain nombre de forats économiques dans la région. Ils sont observateurs de l'ASEAN à travers le forum régional. Ils ont composé un certain nombre de micro-forats, mini-forats, comme le Indo-Pacific Business Forum qui a été construit sur l'IPEF. Et ils restent partenaires de l'APEC, dont ils ont eu la présidence en 2023. Et donc, il y a eu le sommet de l'APEC en 2023. L'APEC, c'est la coopération économique de l'Asie-Pacifique. Ça a été fondé au début des années 90 et qui se sert toujours comme étant un des lieux privilégiés de discussion sur les échanges économiques à travers l'océan Pacifique. Ça, c'est une version plus ancienne de la région qui était dominante quand on avait la vision un peu plus mondiale de la part des États-Unis. Ça était basé sur une idée qui était plutôt à la mode des années 80, ce qui était le bord du Pacifique, qui a donné lieu alors à l'APEC, qui voulait lier et les pays des Amériques avec les pays de l'Asie et l'Océanie à travers ce grand espace commun qui était l'océan. Cette vision a dominé jusqu'à la fin des années Obama, comme nous pouvons le voir avec sa proposition pour un accord de partenariat transpacifique qui allait relier justement le Canada, le Mexique, Pérou et Chili, comme les États-Unis, avec le Japon, l'Australie, d'autres pays de l'Asie, l'Océanie. Or, cette vision a disparu face à la concurrence avec la Chine essentiellement, qui nous a donné cette vision de l'Indo-Pacifique beaucoup plus sécurisée. Le partenariat transpacifique a été abandonné par Trump dès 2017 et qui a été donc reconstitué par les autres pays qui ont voulu cet accord de libre-échange que les États-Unis ont abandonné dès 2018 comme étant le partenariat transpacifique global et progressiste que, comme nous pouvons le voir, a vu le jour et aura peut-être dedans le plus grand part des alliés américains et la Chine, même si ça n'a pas encore été officialisé. L'administration Biden a exclu la possibilité de rejoindre l'accord et se retourner au statu quo anti-Trump, en prononçant qu'une nouvelle structure alternative allait être construite pour renforcer les liens économiques avec la région. Donc, tel que nous pouvons s'attendre à ce que Biden aurait dit, bon, on va reconstruire ces accords de libre-échange, ils ont accepté cette logique de, changement d'aire géographique en préférence d'une alternative qui était beaucoup plus axée sur l'Indo-Pacifique plus précisément. Ils ont proposé le cadre économique pour la prospérité de l'Indo-Pacifique ou le cadre économique de l'Indo-Pacifique pour la prospérité. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est la traduction qui est standard aujourd'hui en français, mais bon, l'IPEF, comme on le connaît, la Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, qui, comme nous pouvons le voir, sert à suivre exactement les limites géographiques de cette nouvelle ère géopolitique qui est l'Indo-Pacifique. Donc, c'est un partenariat pour discuter et passer des nouveaux accords sur les questions économiques et pas que, qui fait en sorte qu'il y a l'Inde finalement inclus, la Chine qui est exclue, tous les autres partenaires principaux des États-Unis dans la région, Australie, Japon, Corée du Sud, Thaïlande et d'autres pays qui ont particulièrement beaucoup de problèmes avec la Chine dans la mer de Chine méridionale, donc l'Indonésie, le Vietnam et quelques autres pays qui font partie de ce nouvel accord. Mais en contrepartie, cet effort de se concentrer sur la région et d'inclure l'Inde fait en sorte que, comme vous pouvez le voir, l'Amérique latine et le Canada ont été exclus de ce nouveau cadre. Donc, sur ce point-là, je vais m'arrêter parce que je pense que Sébastien aura quelque chose à dire là-dessus. Merci. Merci, Michael, pour cet exposé dense et riche qui amène beaucoup de questions. Je te propose, Sébastien, du coup, d'envisager
la réaction des pays latino-américains par rapport au contexte et aux évolutions de la position américaine évoquée par Michael dans son exposé. Bon, bonjour à tous et à toutes. Je vais donc suivre la présentation de Michael depuis une perspective hispaniste et afin de mener à bien cette analyse comparative entre les deux ères, puisque c'est le but de ce séminaire transaméricain, la question que je me poserai, c'est comment les pays latino-américains conçoivent leur relation à l'Est-Pacifique et plus concrètement à l'Indo-Pacifique. Pour remettre les choses, ces phénomènes en relief, comprendre leur enjeu, je vais partir d'un événement plus ou moins connu qu'on lit très souvent en Amérique latine, c'est-à-dire le coup d'État de 1973 au Chili. Donc il s'agit ici d'un moment fondamental de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. Qui a lieu donc sur le continent américain, en Amérique du Sud. Et donc, c'est deux modèles politiques, deux modèles économiques qui vont s'affronter, qui mènent ici donc à la déposition de Salvador Allende par des militaires soutenus par les États-Unis. Ce qui est moins connu, c'est que ce n'est pas que les États-Unis qui ont participé à ce coup d'État, mais ce sont également des alliés des États-Unis et entre autres l'Australie. Donc, ces documents commencent à être déclassifiés progressivement, où nous apprenons que le service secret australien avait été, on leur avait demandé d'ouvrir des bureaux au Chili pour participer à cette campagne de déstabilisation. Ce que je voudrais ici vous présenter, c'est un aspect quand même important. Si nous acceptons qu'il y aurait dans le futur, ou que nous sommes déjà dans une lutte entre deux blocs qui ne s'affrontent pas encore directement, eh bien, il convient de voir ce que font leurs alliés, moins connus, ou ceux qui ne voulaient peut-être pas prendre part à ce conflit, mais qui sont obligés finalement d'en subir les conséquences. Donc, en l'occurrence ici, deux pays du Pacifique, l'Australie et le Chili. L'autre point important qu'il faudrait quand même ici prendre en considération, c'est qu'on a très souvent une habitude, et de par le poids économique, tendance à ne considérer que le Pacifique Nord, alors que le Pacifique Sud est également une zone qu'il faut prendre en considération, et notamment l'Océanie. Fort bien. Maintenant que j'ai mis cela en perspective, le but ici de mon intervention, c'est finalement décrire de quelle manière les pays latino-américains font partie du Pacifique, mais finalement ne sont pas intégrés de plein droit, comme on pourrait le dire, dans la stratégie de l'Indo-Pacifique. Vous avez devant vous une carte élaborée par The Economist sur cette invention-réinvention de l'Indo-Pacifique. Donc, vous voyez ici les routes les plus transitées, vous voyez les pays qui sont rapidement ici identifiés, ils appartiennent à l'Océanie, à l'Asie. Vous voyez bien clairement les États-Unis, mais si vous regardez, eh bien, l'écrasante partie des pays membres de l'Amérique latine ne sont même pas représentés. Et que dans ce type de carte à but de vulgarisation du grand public, eh bien, on ne considère franchement pas l'Amérique latine comme faisant partie de cet Indo-Pacifique. Les pays apparaissent dans la légende lorsqu'on fait allusion à ces groupes, à ces forums tels que l'APEC, tels que le RCEP, le CPTPP, et où sont inclus donc le Pérou, le Chili. Et donc, encore une fois, à l'heure de parler de l'Indo-Pacifique, depuis une perspective anglo-saxonne et même dans un véhicule de vulgarisation de connaissances, eh bien, l'Amérique latine n'est pas considérée comme faisant partie de l'Indo-Pacifique, alors qu'une large partie de ces pays membres font partie du monde pacifique. Ce que je voudrais, par conséquent, que ce qui soit retenu de mon intervention, c'est que, et je vais en parler dans quelques minutes, ces pays n'ont beau ne pas être présents, ne pas faire partie, ne pas être considérés comme membres de l'Indo-Pacifique, alors qu'ils vont en subir, et donc je vise déjà les conséquences. Ces relations de l'Amérique latine avec l'Asie et l'Océanie existaient déjà avant le XXIe siècle. Pourquoi est-ce que les pays latino-américains ont une tape à leur porte? Pourquoi les États-Unis
leur demande ici d'engager des politiques contraires à leurs propres intérêts, c'est parce que la Chine, les 20 dernières années, est arrivée et a commencé à investir massivement et surtout à importer des produits, des ressources naturelles. C'est pour cela que une large partie de ce continent est aujourd'hui considéré et accepté de faire partie des nouvelles routes de la soie. Et d'une manière assez, on peut être un peu décontenancé en sachant que si ces pays font partie de l'espace Pacifique et alors que finalement ils sont sous influence chinoise, on ne les a pas vraiment invités à la table pour être considérés comme membres de ce grand cercle, cette grande famille de l'Indo-Pacifique telle qu'elle est conçue par les États-Unis. Donc, je voudrais ici passer quelque chose de très important, c'est que ce n'est pas récent que l'on puisse considérer les pays latino-américains comme membres de ce grand espace pacifique. Et vous comprendrez les raisons pourquoi je vais passer quelques minutes là-dessus, parce qu'il faut qu'on vienne de le mettre en perspective. C'est-à-dire que ce que vous avez en face de vous, ce sont toutes les routes qui ont été, les routes maritimes, tous les voyages, les trajets qui ont été établis depuis l'époque des vice-royautés, donc depuis la conquête et la colonisation des Amériques, par le premier empire global de l'histoire, c'est-à-dire l'empire espagnol. Et ce que vous voyez, c'est que dès finalement le XVIe siècle, et notamment depuis jusqu'au XVIIIe siècle, le continent américain, ce qu'aujourd'hui on appelle l'Amérique latine, était connecté à l'Océanie, était connecté à l'Asie, mais pas à l'océan Indien tel quel, puisque la répartition du monde entre l'Empire espagnol et portugais, finalement, empêchait les Espagnols d'aller au-delà de ce qui aujourd'hui sont les Philippines. Mais vous voyez qu'il y avait ce contact est établi, ça implique des migrations de personnes, cela implique ici de flux de biens, notamment de l'argent, provenant du continent américain, notamment vers l'Asie. Et ce que vous voyez, c'est l'établissement d'une voie plutôt régulière, qu'on appelle le galion de Manille, qui, suivant les courants marins, établissait une relation très très claire entre ce qu'aujourd'hui est le Mexique, à l'époque la Nouvelle-Espagne, et les Philippines. Et de fait, les Philippines étaient sous juridiction de la Nouvelle-Espagne. Donc, cette relation ce qu'aujourd'hui on appelle l'Amérique latine avec le monde pacifique préexiste le XXIe siècle. Ce qui va arriver plus tard, même au-delà après de l'époque des guerres d'indépendance, après même que certains pays nouveaux tels que notamment le Chili et le Pérou tentent ici de créer des espaces coloniaux ou d'influence dans le monde pacifique, c'est que va s'établir clairement cet impérialisme des États-Unis. La même année où les États-Unis vont finalement faire de la Caraïbe une mer états-unienne, vont expulser les Européens, ils prennent pied dans le monde pacifique, notamment en prenant possession ici des Philippines. Donc, à partir du moment où les États-Unis vont créer ce qui est appelé the backyard sur le continent américain, ça se fait au même moment que commence cette expansion vers le monde pacifique. Donc, il y a ici une relation très claire entre cette cour réservée aux États-Unis et le contrôle des mers Caraïbes ainsi que du monde pacifique. Ce qui arrive, pourquoi ça nous interpelle, c'est que depuis quelques 15-20 années, cette caricature est fort illustrative, il y a quelque chose de nouveau. Cette caricature nous montre que derrière un mur qui est construit par Donald Trump, qui est plus affairé à ce qui se passe au nord, eh bien, nous avons ici l'arrivée de Xi Jinping qui vient faire son marché, finalement. Il a les moyens pour cela. Et il vient notamment ici, il vient chercher des ressources primaires. C'est une manière de représenter d'une manière assez cocasse le grand changement qu'il y a eu. C'est-à-dire que depuis quelques 15 ou 20 années, ce qui était cette zone réservée des États-Unis, de backyard, ne l'est plus.
Et pourquoi? Parce que la République populaire de Chine a massivement investi et est devenue le premier partenaire d'un nombre assez conséquent de pays latino-américains. Alors, puisque je suis fort content que Michael nous ait parlé ici de l'Asie-Pacifique, puisque jusqu'à maintenant, s'il y a une vision, une manière de percevoir le Pacifique par les pays latino-américains, il est encore basé sur ce logiciel, peut-être aujourd'hui un peu désuet, de Asie-Pacifique. Donc, ce logiciel qui provient de l'ère de la globalisation, où il fallait connecter les continents pour que les biens, les services et les personnes puissent se mouvoir sans entrave. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez ici nombre de pays latino-américains, les plus importants ici, le Mexique, le Pérou, le Chili, qui font partie de la Asia Pacific Economic Cooperation. Donc, ce forum qui n'a fait que s'agrandir, et pays membres, vous avez donc ces 3 pays. Ce logiciel qui conçoit donc le monde pacifique comme finalement un monde d'opportunités économiques pour tisser des liens commerciaux, a trouvé une spécificité dans le régionalisme latino-américain, en l'occurrence dans l'Alliance du Pacifique. L'Alliance du Pacifique est une stratégie commune de plusieurs pays latino-américains afin de pouvoir finalement consolider leurs efforts, avoir une stratégie commune vis-à-vis ici du Pacifique. Et cela a été payant dans la mesure où de nombreux traités de libre-marché ont été signés, notamment avec l'ASEAN et notamment avec Singapour. Donc cette vision économique des années 90 est encore le logiciel. Et de ce fait, nous avons ici un exemple d'intégration régionale qui a été créé à cet effet. Alors, je reviens ici aux relations avec la République populaire de Chine pour que nous comprenions pourquoi est-ce que les États-Unis voient un danger, une menace dans cette apparition de la République populaire de Chine. Concrètement, si ici nous faisons ici un lien entre politique, diplomatie et économie et commerce, eh bien nous voyons qu'a été déployée d'une manière très soutenue une stratégie diplomatique de la part du pouvoir exécutif de la République populaire de Chine, et cela se voit très concrètement par le nombre de visites officielles qui ont été menées à bien au-delà des visites officielles qu'ont pu mener des présidents états-uniens. Au fur et à mesure que ces visites ont eu lieu, des liens diplomatiques se tissent, il y a des investissements et nous avons, à partir de l'année 2008 jusqu'en 2010, une explosion des investissements chinois en Amérique latine du jamais vu. Ce qui va faire qu'il y a eu une sorte ici d'alignement des étoiles entre cette vague de gouvernements progressistes qui essaient de se démarquer de la politique étrangère des États-Unis et vont finalement saisir l'opportunité de ce gigantesque consommateur de ressources naturelles qu'est la République populaire de Chine pour finalement consolider leurs économies. Le souci, c'est qu'il y a un phénomène de reprimarisation, c'est-à-dire que la Chine est friande donc de ressources naturelles, mais pas forcément de biens manufacturés. Donc, se crée ce qui a été appelé ici une interdépendance asymétrique, et que finalement les pays américains sont plus dépendants de la Chine que la Chine ne l'est d'eux, parce qu'elle peut trouver d'autres ressources. Et l'autre souci, c'est que leur stratégie de industrialisation, finalement, va être remise en question de par cette relation. Alors, j'emploie ici l'expression Jean-François Klein lorsqu'il parle des nouvelles routes de la soie. Il fait allusion à un mécano, à un mécanisme. Je ne vais pas revenir là-dessus. Rémi Castet nous en parlera avec bien plus de talent, de connaissances que moi. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette idée de éviter la surproduction interne chinoise, de se défaire de l'étranglement du containment des États-Unis passe par la création donc de routes d'infrastructures maritimes et terrestres qui ne sont pas uniquement ici centrées sur l'Eurasie, l'Océanie ou l'Afrique, mais également sur le continent américain. Et quelle est la porte d'entrée principale? Et elle a été inaugurée il y a juste quelques semaines, et c'est Chiang Mai.
Chiang-Kai est ce hub, ce port maritime commercial ultra moderne, dont 60% de l'investissement est chinois. Et il est d'ores et déjà acquis que c'est par cela que va se créer une nouvelle route maritime. Et vous pouvez donc ici voir ce que les Espagnols n'avaient pas pu faire, c'est-à-dire établir une route depuis l'Amérique du Sud vers l'Asie. Eh bien, ces investissements chinois l'ont fait. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, combien il est important de regarder vers le Pacifique Sud et pas uniquement vers le Pacifique Nord. Ce port au Pérou est là pour remettre en question la compétition d'autres pays, notamment le port de Manzanilla au Mexique. Le motto aujourd'hui est de To Shanghai to Chiang-Kai. C'est un peu le leitmotiv actuel. Il n'a pas été inauguré à n'importe quel moment. Il a été inauguré précisément lors du sommet de l'APEC qui donc a eu lieu au Pérou. Et c'était une sorte de vitrine de ce que la Chine peut permettre, peut proposer à ses partenaires économiques. Alors évidemment, la réaction des États-Unis a été quasi immédiate et c'était une réponse surtout sécuritaire. Sur votre droite, vous avez ici un article qui fait référence aux déclarations du commandant du US Southern Command. Donc, Michael nous a montré de quelle manière les États-Unis se projettent mondialement. Eh bien, vous avez une réaction de la part de ce général qui alerte quant à l'usage éventuellement militaire qui pourrait être fait de Chiang-Kai. Donc, c'est une interprétation géopolitique basée sur des notions de défense et de sécurité, de présenter ce port finalement comme une menace, non seulement pour l'intégrité, les intérêts des États-Unis, mais pour les propres intérêts des pays latino-américains. Elle fait écho à un retour de la doctrine Monroe dans le discours public des États-Unis. Donald Trump, lors de sa première présidence, ne s'était jamais caché de faire allusion directement à cette idée que les États-Unis sont là pour protéger le continent de toute menace coloniale ou néocoloniale. Donc aujourd'hui, la Chine est présentée comme un nouvel acteur impérial, néocolonial qui viendrait ici se comporter comme un prédateur et donc échouerait sur les épaules des États-Unis que de protéger ce continent. Alors, est-ce uniquement ici de la propagande? Est-ce qu'il faudrait croire à cette idée que les républiques populaires de Chine n'imposent jamais ce qu'on appelle strings attached, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais ici une sorte de donnant-donnant? Eh bien, il faut mettre en perspective ce qui est arrivé il y a 2 ans au sein de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. On avait proposé de débattre, même pas d'approuver ou pas, mais de débattre d'un rapport qui faisait état d'abus de la Chine dans une de ses provinces. Eh bien, ce débat n'a même pas eu lieu. Il y a eu un vote où on disait allons-nous parler de cela? Eh bien, la Chine a trouvé le moyen d'éviter que ce débat n'ait lieu, notamment de par le vote contre de la part de la Bolivie, de la part de Cuba, de la part du Venezuela, mais également grâce à l'abstention d'un nombre assez intéressant de pays tels que précisément ici l'Argentine et donc et le Mexique. Donc prendre en considération cela que ce n'est plus uniquement ici des relations commerciales qui ont lieu, que la diplomatie chinoise a ici créé des relations d'intérêts mutuels qui vont au-delà simplement des investissements, d'autant qu'au fur et à mesure que ces investissements vont en grandissant, eh bien, les pays qui les reçoivent coupent leurs relations diplomatiques avec Taïwan. J'en arrive ici à comment est-ce qu'on peut déboucher sur cette idée de la présence, la place de l'Amérique latine dans l'Indo-Pacifique? Alors, ce qui est important ici de retenir, c'est que une étude a été menée à bien
l'ensemble du continent latino-américain. Et ce qui est revenu, c'est que finalement, il n'y a pas une doctrine, il n'y a pas une stratégie commune des pays latino-américains vis-à-vis de l'Indo-Pacifique, et que lorsque ce mot est employé, c'est surtout dans des déclarations officielles, c'est surtout à l'heure de compte rendu, mais il n'y a pas de véritable doctrine de l'Indo-Pacifique. Donc, ce que nous sommes dans une situation où les pays latino-américains qui donc passent sous une orbite d'influence de la Chine par leurs investissements sont considérés par les États-Unis comme finalement des proies, mais ils ne sont pas invités à faire partie de la communauté de l'Indo-Pacifique. Néanmoins, certains de ces pays commencent à utiliser le concept, plutôt le vocable d'Indo-Pacifique, sans qu'il y ait vraiment ici une étude fouillée sur ce que cela voudrait dire. Un seul pays a vraiment élaboré une doctrine à ce sujet, et c'est le Chili. Et ce qui est intéressant, c'est que cet aspect sécuritaire que l'on voit clairement dans les PEF, dans les définitions états-uniennes, c'est celle qui réapparaît dans son rapport de politique de défense nationale. C'est non seulement de liberté des mers, mais de sécurité, de voies des communications, respect des normes. Et donc, pourquoi c'est intéressant? Je vais commencer ici mon intervention avec le Chili, avec le coup d'État 1973. Je ne veux pas ici faire d'anachronisme, mais le pays qui se déclare comme tricontinental, donc le Chili, est celui qui est allé le plus loin dans l'élaboration d'une doctrine indo-pacifique. Pour ici finir, je vous renvoie à peut-être le texte le plus intéressant qui a été écrit à ce sujet par Andrés Servín, qui nous dit de quelle manière les pays latino-américains, finalement, on les engage, quand on dit on, c'est les États-Unis, les engage ici à prendre part, à définir leur position vis-à-vis de la Chine. Et finalement, ils sont considérés comme des éléments d'une lutte à échelle globale qui, par les États-Unis, est définie par l'Indo-Pacifique, mais cependant, ils ne se font pas considérer comme des membres actifs, c'est plutôt des objets plus que des sujets de l'Indo-Pacifique. Ils sont obligés donc ici de prendre parti, alors qu'ils n'ont pas forcément, c'est pas forcément ici leur intérêt. Ils essayent de développer des théories ici de non-alignement actif, c'est le mot qui est employé, mais encore une fois, ils sont tellement vulnérables, ils sont tellement fragiles que il est assez compliqué pour eux de trouver une stabilité, un équilibre. Et termine Andrés Servín en regrettant le fait qu'il n'y ait pas une position commune. L'un des gros soucis du régionalisme latino-américain, c'est qu'il est cyclique. Il y a des moments ici de zénith où il y a un enthousiasme pour créer des organisations, et puis finalement des moments de décadence. Or, il n'y a pas ici donc ni de doctrine latino-américaine de l'Indo-Pacifique, ni une organisation régionale qui irait vers une définition commune de cette ère. Il n'y a que l'Alliance du Pacifique qui, elle, est portée par un logiciel ancien et qui elle-même se trouve en crise par ses divisions internes. Voici ce que je vous propose de mettre en relief, de comparer avec la présentation de Michael, et je suis bien évidemment ouvert à toutes les questions qui s'en suivraient. Merci à toi, Sébastien, là aussi pour cette présentation très claire. Et bon, voilà, on le comprend à la lumière de ce que tu viens de dire. On n'a pas de stratégie commune latino-américaine au regard de ce concept d'Indo-Pacifique, parce que d'une part, il est un peu excluant, donc il préfère regarder peut-être un petit peu cette notion d'Asie-Pacifique. Et puis, on a une faiblesse en matière d'intégration régionale qui fait que ces acteurs ne sont pas en mesure de développer une stratégie
régionale. Là aussi, c'était très intéressant le fait aussi, parce que tu as évoqué cette question des relations asymétriques sur le plan économique, avec une forme de, en quelque sorte, de relations presque néocoloniales avec la Chine qui importe des matières premières. Je pense qu'il y aura des questions peut-être autour de ça. Quels sont les enjeux? Comment ces acteurs latino-américains peuvent se réapproprier en fait les dynamiques de croissance générées par la Chine et peuvent conditionner les investissements à des dynamiques, pourquoi pas, d'industrialisation. On verra s'il y a des questions autour de ça. Et puis les États-Unis. Euh, en fond, qui se présentent comme les protecteurs de cet espace face aux velléités néocoloniales chinoises. Et donc là aussi, peut-être on aura quelques questions là-dessus. Et quant à Michael, là aussi, c'était vraiment très, très intéressant. Bon, moi, j'ai retenu plusieurs choses de ta présentation, Michael. C'est que, en fait, l'Indo-Pacifique, c'est quand même un concept qui arrive assez tardivement en matière de doctrine aux États-Unis. C'est une doctrine euh, sécuritaire avant tout, qui a dans le rétroviseur bien évidemment la Chine. Peut-être que je ferai deux, trois remarques, moi, peut-être suite à cette petite synthèse de vos interventions pour essayer de saisir aussi les enjeux proprement dit chinois autour de ces questions. Et on le voit dans ta présentation aujourd'hui. Ça va être lié d'ailleurs ce que je vais dire un petit peu parce que il y a deux logiques en fait radicalement opposées, c'est-à-dire que la dynamique américaine, elle part du sécuritaire, mais voyant la Chine qui, sur le plan économique, en réalité, capitalise en fait les interdépendances qui sont en train de se développer, essaie d'embrayer sur l'économique. Et donc là, peut-être, ça fera partie aussi des questions de l'auditoire, de savoir, ben, en réalité, sur le plan économique, comment les États-Unis peuvent tenir la route face à la Chine. Parce que, bon, je vais dire quelques mots sur ce que font les Chinois. C'est vrai que c'est difficile, du coup, pour les États-Unis maintenant de re-rentrer dans le jeu, notamment après les années Trump, où bah voilà, on a un certain nombre d'acteurs asiatiques qui ont pu aussi, sur le plan économique, bah, voilà, par pragmatisme, là aussi, bah, voyant les États-Unis un peu moins présents et se tourner là aussi d'autant plus vers la Chine, même si pour beaucoup d'acteurs asiatiques, même si on peut avoir des tensions géopolitiques, tu as évoqué la question de la mer de Chine du Sud, des tensions avec, sur le plan territorial avec un certain nombre d'États, mais il y a toujours ce pragmatisme qui fait que les dynamiques économiques bah, dépassent parfois les enjeux géopolitiques, et c'est le paradoxe de l'ASEAN. C'est de voir ce sont des pays que, vous prenez les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, qui ont des relations très très compliquées à cause de ces contentieux en mer de Chine du Sud, mais pourtant qui ont des relations économiques, en fait, une intégration économique de plus en plus forte avec la Chine. Bon, bravo, merci pour ces deux interventions. Peut-être moi, je vais en quelques minutes juste revenir très brièvement sur la stratégie chinoise. Alors, j'avais prévu un petit PowerPoint que je vais essayer de partager. Voilà. Et je passe un diaporama. Voilà. Et donc, on le voit, en fait, derrière cette notion en fait, d'Indo-Pacifique, telle qu'elle a été développée par les États-Unis, il y a la montée en puissance de la Chine. Alors là, vous voyez un slide qui montre, en fait, la succession à la tête du parti. Et dans les années 2010, on a un nouvel homme fort qui est Xi Jinping et qui s'inscrit en fait dans le prolongement de deux autres hommes politiques clés en Chine, qui sont Mao Zedong, qui a été l'acteur en réalité de l'émancipation de la Chine vis-à-vis de la colonisation occidentale, de ce qu'on appelle en Chine la semi-colonisation, avec ses fameuses concessions, etc. Et il se situe donc dans une dynamique là aussi nationaliste en quelque sorte. Bien évidemment, ce sont des leaders du Parti communiste, donc qui ont aussi l'agenda communiste en tête, en tout cas le marxisme-léninisme à la chinoise. Et puis l'autre acteur dans lequel se situe, dans le prolongement, qu'il prolonge dans son action, Xi Jinping, c'est Deng Xiaoping, qui est l'acteur qui a lancé les réformes en Chine. Et une nouvelle dynamique que la Chine a pu capitaliser, c'est-à-dire un modèle de développement économique qui repose en fait sur l'intégration de la Chine dans l'économie mondiale. Et là, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans l'Indo-Pacifique et dans la réaction américaine, en fait, c'est le résultat, en fait, là aussi, du modèle de développement chinois
qui a cherché à capter les investissements étrangers, mais aussi les technologies étrangères pour initier une industrialisation qui repose sur l'ouverture de l'économie chinoise et notamment sur les exportations. On voit là aujourd'hui la place de la Chine dans les échanges mondiaux. Et vous voyez, cette montée en puissance économique et commerciale de la Chine, elle a généré des interdépendances qu'aujourd'hui la Chine essaie de capitaliser à l'échelle mondiale, mais aussi dans la région de l'Indo-Pacifique. Donc là, vous voyez sur ce slide à gauche, dans les années 80, la plupart des pays dans le monde avaient comme premier partenaire commercial les États-Unis. Et on voit aujourd'hui, en 2018, la plupart des pays qui sont en rouge, qui ont comme premier partenaire commercial la Chine. Et on voit très très clairement dans cette région de l'Indo-Pacifique, la plupart des pays voilà, ont comme premier partenaire commercial la Chine. D'ailleurs, juste à noter, vous voyez aussi en haut à droite, la Chine qui est devenue aussi, les pays de l'ASEAN qui sont devenus les premiers partenaires commerciaux de la Chine devant l'Union européenne. Pendant très longtemps, l'Union européenne a été le premier partenaire commercial de la Chine. Aujourd'hui, l'ASEAN est passé devant. Et les États-Unis, vous voyez, en 3, le Japon en 4, la Corée en 5. Alors, j'essaie de ne pas être trop long non plus. Je voulais juste aussi montrer que les États-Unis, la Chine a capitalisé aussi grâce à ce modèle de développement de très importantes réserves de change et accumulé, les entreprises ont accumulé des capitaux, les banques ont accumulé des capitaux qui ont doté la Chine d'une capacité de financement, et tu l'as très bien montré, Sébastien, c'est-à-dire qu'à partir du début des années 2000, la Chine va lancer une politique de soutien à l'investissement à l'étranger. Et donc, petit à petit, la Chine va commencer aussi à se poser à partir de 2020, mais surtout la crise de 2008 et les années 2010, se poser comme un acteur majeur, même si elle ne se situe pas au même niveau que les États-Unis ou l'Union européenne, mais en tout cas en matière d'investissement, et donc va générer des perspectives. Et vous comprenez bien que l'idée de la Chine, c'est de capitaliser l'économie, c'est-à-dire les interdépendances générées par le commerce, les interdépendances générées par ces investissements, mais aussi l'intégration financière, parce que derrière cette idée, derrière cette stratégie, il y a la volonté aussi de dédollariser l'économie mondiale. Et l'idée, à travers cette intégration économique et financière, c'est de générer des interdépendances à des États qui vont déboucher, tu vois, Michael, vers le sécuritaire. C'est l'étape qui suit pour les Chinois. Et là, on le voit en réalité, on voit cette carte qui compare en fait le partenariat transpacifique qui, vous savez, côté chinois, a été en quelque sorte le déclencheur des nouvelles routes de la soie. Les nouvelles routes de la soie, c'est une initiative de Xi Jinping pour répondre en fait à cette menace d'encerclement des États-Unis. On le voit avec la carte là sur le partenariat transpacifique où la Chine est en quelque sorte isolée, et donc elle va lancer le RCEP, peut-être on pourra en discuter éventuellement pour contrer cette action. Et je voulais vous montrer cette carte en fait que les Chinois ont tous en tête, que tous les stratèges chinois ont en tête, c'est cet encerclement en quelque sorte pendant longtemps, en tout cas pendant la guerre froide et jusqu'aux années 90, des bases américaines qui font que la Chine n'a pas de profondeur stratégique, qui a des ambitions de puissance globale et ne peut pas se projeter vers le Pacifique parce qu'on a ces bases américaines. Alors là, on voit sur ce document que la Chine commence à placer ses pions, c'est ce qu'on va appeler la stratégie du collier de perles dans l'océan Indien. Et aujourd'hui, elle va essayer de développer cette stratégie. Voilà, vous voyez, c'est une carte aujourd'hui des bases chinoises qui fait écho à la carte que tu as projetée, Michael. Et on voit la Chine qui, dans l'océan Indien, est en train de déployer ses propres bases ou ses ports commerciaux, mais aussi dans le Pacifique, on voit, tu l'évoquais Sébastien, et ça c'est peut-être une zone aussi qui parfois en Occident est un petit peu en dehors de notre viseur, mais qui pour la Chine est très importante parce qu'il y a cette idée d'essayer de faire voler en éclat la première, la deuxième et la troisième chaîne deal. On pourra revenir sur ces concepts clés dans la stratégie américaine. Et on voit aujourd'hui cet immense jeu de Go, ce mécano aussi qu'évoquait Jean-François Klein, qui est en train de se mettre en place. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Juste peut-être un dernier mot, c'est que la Chine aussi, elle a une double dynamique, c'est-à-dire qu'elle avance à 2 niveaux. Le global, Belt and Road Initiative, on pourra discuter aussi peut-être de la Global Security Initiative qui vise à marginaliser sur le plan de la sécurité mondiale les États-Unis, ou la Global Development Initiative qui sont au niveau global. Et puis après, beaucoup de pragmatisme. Quand au niveau régional, il y a la possibilité de développer des structures de dialogue, la Chine va le faire, elle va développer ses propres structures de dialogue. Et puis quand elle peut passer par les organisations internationales, par l'ONU ou d'autres canaux, elle va le faire aussi. Bon voilà, j'en dis pas plus parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Et je propose donc du coup d'entamer les questions.
je coupe mon PowerPoint. Alors, je vais regarder peut-être. Moi, j'avais peut-être une ou deux questions, si on peut procéder ainsi. Puis après, je vais prendre peut-être les questions de l'auditoire. Peut-être j'avais une question justement pour toi, Michael. Donc, tu évoquais cette volonté des États-Unis aujourd'hui d'aller un peu plus sur le terrain économique. Euh, alors justement, quel est pour les États-Unis le levier sur le plan économique qu'ils pourraient ou qu'ils souhaiteraient mobiliser? On a vu que pour la Chine, ça passe par le commerce, l'investissement, voire même le développement de zones de libre-échange. En fait, quel est en fait l'argument des États-Unis face à la stratégie chinoise dans ce domaine, dans l'Indo-Pacifique? Alors, ce qui est intéressant, je crois que ça rejoint quelques des points qui étaient évoqués déjà dans ta présentation. Face à l'offre en termes d'argent pur de la Chine, les États-Unis n'ont pas exactement un levier très puissant, surtout pas pour les projets régionaux. Quand c'est très proche à la Chine, normalement, on voit que la Chine va avoir plus d'argent à dépenser dans la région. Ils ont plus de fonds réservés à cet usage-là. Au contraire, la stratégie américaine, et pour les investissements économiques et pour les questions de sécurité, c'est justement ce que j'avais essayé d'évoquer peut-être très rapidement, que les États-Unis proposent de lier la question économique avec la question sécuritaire. En gros, c'est un argument diplomatique avant tout, où ils essaient de convaincre les pays qu'il faut surtout pas accepter l'investissement chinois, puisque c'est une manière de perdre leur indépendance. En gros, ça repose par contre sur l'idée qu'il faut faire plus confiance aux États-Unis qu'à la Chine, qui est un discours qui marche relativement bien chez les partenaires de longue date qui partagent une certaine culture avec les États-Unis. Bon, je pense à l'Australie, qui est relativement sceptique par rapport aux investissements chinois, même si, bien évidemment, ils en acceptent pas mal, mais qui est un discours qui est beaucoup plus difficile pour les États-Unis à tenir lorsqu'il s'agit des pays qui ont eu des expériences coloniales dans le sens traditionnel européen des siècles précédents, ou simplement qui ont été ignorés depuis très longtemps par les États-Unis, et donc qui ne voient pas pourquoi forcément les États-Unis seront un partenaire privilégié auquel il va falloir faire beaucoup plus confiance. Mais si je peux développer le point un tout petit peu de plus, évidemment, il y a plein de petites activités, des investissements, le réinvestissement de la forme des îles du Pacifique, justement parce que ça c'est un terrain de jeu, comme tu viens de le montrer, qui est très important. Les États-Unis essaient aussi de donc relier le maximum de questions dans la région. Le Quad a pris depuis 2021 un axe environnement qui joue un rôle central dans ces négociations diplomatiques avec d'autres pays. C'était une institution qui a été fondée sur les questions sécuritaires, mais qui se présente comme un acteur pour l'environnement, justement, par exemple, pour un enjeu de soft power un peu classique, pour attirer un peu plus, puisqu'ils partagent des valeurs, notamment avec ces pays des îles du Pacifique, qui souffrent peut-être plus que n'importe quel autre pays au monde, du changement climatique. Mais voilà, c'est le choix des États-Unis en ce moment de ne plus mettre l'économie à tout prix devant tout, mais d'insister vraiment sur les liens sécuritaires. Et justement, je crois que ce que nous allons voir, ce qui est intéressant à observer aujourd'hui, exactement, c'est la question, est-ce que cet argument tient encore la route face à l'investissement massif chinois? La question. Je pense que c'est vraiment la question. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est Ouais. suffisant? Et ça, c'est vraiment l'enjeu. Et justement, peut-être dans le fil de ce que tu dis, peut-être, vas-y, termine. Non, c'était la petite blague. On en reparle dans 10 ans. Hein. J'aimerais bien. Voilà, c'est ça. Et l'IPEF, alors du coup, comment tu vois les choses? Est-ce que tu vois des perspectives autour de cette structure ou c'est de l'opportunisme sans véritablement de projet derrière? Il dépend de notre réponse à la question précédente, évidemment, parce que si les pays partenaires de l'IPEF acceptent l'argument qu'essentiellement ils ont une menace existentielle en travaillant avec la Chine et donc il faudrait trouver des structures alternatives, il y a un argument pour y travailler. Après, c'est sûr que c'est le mécanisme privilégié de l'administration Biden. J'oserais imaginer que cela va rester parce que c'est quand même vraiment ancré dans cette vision sécurisée de la région. Mais bon, pour moi, il est très certain que l'IPEF sert surtout avant tout à inclure l'Inde et exclure la Chine. Donc,
tant que les pays voient un avantage dans ce modèle très précis en termes de qui est le partenaire à privilégier, avec l'Inde qui doit jouer une carte majeure dans l'argument américain, donc dans ce cas, puisque bon, la promesse en quelque sorte de l'Inde, c'est que ça pourrait être une économie comme la Chine grâce à sa population et autres facteurs, même si évidemment elle ne l'est pas encore. Donc c'est un peu ça le jeu de dire, bon, vous perdez peut-être la Chine, mais vous gagnez en Inde et d'autres partenariats et la confiance aux États-Unis. Mais bon, dans le concret, on a vu que l'IFPEF a été utilisé ces dernières deux années comme étant la base pour d'autres structures, notamment toujours sur ces questions environnementales, sur les questions d'investissement dans les technologies potentiellement à double usage aussi, qui c'est aussi un des enjeux principaux quand on essaie de lier les questions économiques avec les questions sécuritaires. Mais bon, enfin, comme on l'avait dit, on verra. Et surtout, je pense qu'il y aura beaucoup de pays. Bon, là, je suis pas expert, hein, mais je pense qu'il y aura beaucoup de pays qui vont jouer un peu les deux. Hein. Normalement, dans l'histoire, c'est ce qu'on voit. Hein. On va profiter des deux forums quand on a la possibilité. Ouais, je crois que c'est la stratégie notamment de pas mal de pays, notamment en Asie du Sud-Est, hein, Oui. effectivement. Tout à fait. Ouais. Et j'avais une petite question pour toi, en attendant que les questions remontent un petit peu sur l'interface questions-réponses. Une question pour toi, Sébastien. Donc justement, tu évoqué dans ta présentation, en fait, peut-être ce manque de stratégie coordonnée des acteurs latino-américains face à ce nouvel acteur chinois qui a été vu un petit peu au départ en fait comme voilà une opportunité inespérée pour appuyer des dynamiques de développement dans ces pays, mais voilà, donc tu disais on touche du doigt aujourd'hui un petit peu les limites de la relation, notamment du fait des termes de l'échange, où la Chine exporte des produits manufacturés et va importer plutôt des matières premières. Alors justement, on a quand même des acteurs en Amérique du Sud, comme Lula ou d'autres, qui ont une vraie volonté de porter des dynamiques économiques pour assurer le développement de leur pays. Voilà, est-ce que s'il n'y a pas de position au niveau multilatéral, est-ce qu'il y a au moins des États qui essaient hein, pas d'imposer des termes de l'échange, mais d'amener la Chine à contribuer un peu plus en matière de développement, et en particulier, je pense peut-être aux projets industriels sur le continent latino-américain. Très bien. D'abord, une chose, il y a eu un niveau de coordination, c'était avec la CELAC, qui est la Oui, communauté là, c'est là. et caribéen, qui finalement est parmi toutes les organisations latino-américaines d'intégration économique et culturelle, c'est l'une des plus anciennes, celle qui finalement est la plus, celle qui est plus permanente, celle qui est la plus pérenne. Et donc, c'est un forum privilégié, raison pour lesquelles il y a des sommets entre la CELAC et la République populaire de Chine. Donc, ça se passe souvent à ce niveau-là. Alors, évidemment, le constat de cette interdépendance asymétrique, il a été posé depuis pas mal d'années, et notamment par des pays comme l'Argentine et surtout le Brésil, qui voient donc leur parc industriel s'amenuiser de par le fait que leur économie va se réorienter vers le secteur primaire pour finalement apporter des ressources naturelles à la République populaire de Chine. C'est une des raisons pour lesquelles il y a en ce moment de la part de la Chine, et ça entre, je crois, en résonance avec ce que Michael nous disait à propos du Quad et l'environnement. Il y a cette volonté de la Chine de parler d'autres sujets que uniquement de ressources naturelles ou d'infrastructures. Parce que la Chine a également financé la construction de routes, d'aéroports, de hubs, mais à l'heure ici de parler de transfert de technologie, à l'heure de parler d'intelligence artificielle, eh bien, on voit depuis quelques années, c'est encore balbutiant, mais cela apparaît dans les communiqués, cela apparaît dans certains des traités qui sont renouvelés, cette idée qu'il faut il faut changer de braquet et il faut s'ouvrir à d'autres sujets. Donc, c'est pour la Chine, c'est justement une manière de se présenter, de ne plus être présenté comme simplement
prédatrice de ressources naturelles, mais quelqu'un qui, dans cette logique du win-win, nous sommes tous gagnants, va également ici apporter quelque chose qui est ce transfert de technologie dont les pays latino-américains sont les plus friands. Mais ce n'est finalement ce n'est qu'au début. Ce qui est intéressant pour le coup dans la construction de Chiang Kai, c'est que c'est supposément être la technologie de dernier cri qui a été ici donc établie, construite à Chiang Kai. Et il ne s'agit plus simplement ici de construire avec du béton, mais d'apporter donc et des technologies, notamment des logiciels qui permettent de faire ce que 20 personnes ne pourraient pas faire en une heure. Et autre point ici comme intéressant, c'est qu'il ne s'agit plus uniquement, et c'est comme ça arrivé assez souvent, d'apporter également de la main-d'œuvre chinoise sur place. Donc il y a, je crois, une sorte de vitrine de ce que la République populaire de Chine veut faire pour le coup à Chiang Kai, mais ça n'est encore que le début. Alors j'ai pas eu le temps d'évoquer le cas du Brésil, alors qu'évidemment c'est le partenaire de la Chine dans le sous-continent. Une des raisons étant, c'est que le Brésil n'a pas également une doctrine de l'Indo-Pacifique. Et là, une doctrine qui, si vous parlez de doctrine, il a une vision beaucoup plus claire concernant, bien évidemment, l'Atlantique, concernant l'Afrique, concernant l'océan Indien, clairement, mais concernant le Pacifique, la seule chose qui est plus ou moins claire, c'est le fait qu'il faut créer des infrastructures pour pouvoir créer un couloir bio-océanique et que les biens, les services puissent aller depuis le Brésil jusqu'à la côte du Pacifique, d'où la possibilité que le port de Chiang Kai soit relié d'une manière ou d'une autre avec un train ou avec une autoroute avec le Brésil. Mais d'un autre côté, c'est ce qui est intéressant, et là, je m'éloigne de ces transferts de technologie, je m'éloigne ici uniquement des investissements et je vais plus sur le terrain diplomatique. C'est que comme le Brésil fait partie des pays fondateurs du BRICS, il a un poids, une relation qui est autrement différente que celle que peut avoir le Honduras ou le Pérou vis-à-vis de la Chine. Donc, lorsqu'il s'agit, par exemple, ici d'intégrer des pays nouveaux à cet ensemble, à ce BRICS plus, eh bien, le Brésil a eu suffisamment de poids pour dire non. Et c'est notamment ce qui est arrivé dans le cas du Venezuela. Concrètement, il y a quelques semaines, le Venezuela, qui est non seulement ici un partenaire économique de la Chine, et qui est également un allié indéfectible dans les forums internationaux, eh bien, il y a un veto brésilien à son entrée dans les BRICS, ce qui nous permet ici de voir que dans le cas des pays aussi dans des puissances régionales telles que le Brésil, la relation avec la République populaire de Chine n'est pas la même. Mais encore une fois, il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, une doctrine indo-pacifique du Brésil. Merci, merci Sébastien. Je vous propose de prendre les questions de l'auditoire. On va peut-être commencer avec une première question d'Antonio Azor en rapport avec le canal de Panama. Et la question, je pense, s'adresse à la fois à Michael et à Sébastien. Savez-vous quel a été l'impact du canal de Panama sur les relations Amérique-zone Pacifique? A-t-il profité davantage aux États-Unis? Ouais, une perspective un peu historique, histoire longue. Bon, peut-être je commence puisque la construction du canal par les États-Unis, une fois que la France a arrêté son projet. Ben, oui, c'est justement pour le replacer un peu dans cette histoire longue, c'est évidemment le but du projet au départ, c'était de relier, bon, dans ce cas, les deux océans et notre point de confluence entre deux mers, mais qui fait partie de l'histoire de l'accès des États-Unis aux ressources asiatiques essentiellement. Enfin, je crois que c'est Sébastien qui l'avait montré, si je me trompe pas, quand on parle de la guerre espagnole-américaine qui a donné
la première colonie, véritable colonie aux États-Unis qui était les Philippines. Ceci se situe dans une histoire un petit peu plus longue qui commence, si ça ne commence pas dans les années 1850 avec l'ouverture du Japon par la force du Commodore Perry, au moins à partir de 1890, avec la fermeture semi-officielle de la frontière américaine et la publication par Alfred Tyerman de l'influence de la puissance maritime dans l'histoire, d'une stratégie de création de nouvelles frontières dans l'océan Pacifique par les États-Unis. Et pour pouvoir accéder à cette nouvelle frontière asiatique, essentiellement, les États-Unis vont faire une série de choses qui permettent à la marine américaine d'avoir un meilleur accès à l'océan Pacifique. Donc, il y a la construction du canal du Panama qui rentre en jeu, qui permet de transférer les ressources du côté atlantique vers le côté Pacifique. Ceci commence pour les Américains en 1904, si je ne me trompe pas de date, mais ça s'inscrit dans une période qui a plein de ces transferts. En 1897, il y a l'annexion des îles hawaïennes et par la qui font également partie de cette ouverture. Mais donc, du coup, évidemment, enfin, c'est tout le but, en quelque sorte. Donc, je resume un peu l'histoire longue pour te dire que c'est tout le but. Et effectivement, ce contrôle sur le canal, ça fait partie de ce qui a permis aux États-Unis de faire leur petite partie de la soft colonization, de la semi-colonisation de la Chine, et leur a donné le lien entre les Caraïbes et les Philippines. Parfait. Sébastien, peut-être, si tu veux, je dois rajouter. Tout à fait. Donc, c'est le canal de Panama est considéré comme le passage névralgique entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Donc, il date du début du 19e siècle et c'est la même époque et c'est sous le même président, d'abord secrétaire d'État et ensuite président, donc Theodore Roosevelt, celui qui lance la campagne pour finalement renverser ce qui restait de l'Empire espagnol dans le Caraïbe et dans le Pacifique, qui lui-même est le promoteur de ce canal de Panama. Donc il y a une stratégie qui était assez claire au début du XXe siècle. Aujourd'hui, le canal de Panama, je crois qu'il regroupe entre 4 et 6% du fret maritime au niveau mondial, est surchargé. Et donc, il y a plusieurs autres propositions qui sont à l'œuvre. Il y avait une de couper à travers le Nicaragua mais il y avait des investissements chinois potentiellement qui devaient être présents, mais cela n'a pas eu lieu. Il y a le projet de couper par la province du Yucatan au Mexique. Mais c'est justement là où je voulais en venir, cette idée de connecter le Brésil avec le Pacifique, cela se ferait par ce couloir bi-océanique. Donc le canal de Panama, il a eu une importance stratégique bien dans ce Great Game des États-Unis, mais aujourd'hui il est saturé. Mais il est également, ce qui est intéressant, utilisé par des bateaux chinois. Donc vous avez toute une série ici d'investissements chinois qui ont eu lieu et qui ont même poussé finalement le Panama à couper ses relations diplomatiques avec Taïwan. Mais comme vous le voyez ici sur la carte, j'espère que vous l'avez sous les yeux, eh bien les changements climatiques font que certains corridors au nord, dans les pôles, vont peut-être être plus simples à manœuvrer qu'aujourd'hui. Très bien, merci Sébastien. Je continue avec les questions. Alors, peut-être avant de prendre une question sur la Chine, une question sur l'Inde. Donc de Guillaume Carsosi. Dans quelle mesure l'Inde se pose-t-elle se pose-t-elle en de développeur des interfaces avec les pays d'Amérique latine, en passant éventuellement, nous dit Guillaume, par-dessus la tête de la Chine ou des États-Unis? Est-ce que, voilà, concrètement, Sébastien, est-ce qu'il y a une stratégie de l'Inde en Amérique latine? Alors, c'est ce que moi j'ai pu voir, c'est que je vois une sorte de demande d'appétence des pays latino-américains vis-à-vis de l'Inde.
qui est formulé notamment dans la déclaration. Je vois qu'il y a une visite d'officiels indiens, justement pour parler de ce rééquilibrage, diversifier leur partenariat économique, donc pas uniquement avec les États-Unis, pas uniquement avec l'Union européenne et pas uniquement avec la Chine, mais également avec l'Inde. Mais pour l'instant, les investissements indiens ne sont pas ils n'ont pas le même degré d'intensité que ceux de l'Union européenne, des États-Unis ou de la Chine, et ils se concentrent surtout sur des minerais. Et donc, l'Inde est surtout, je crois qu'il est un peu tôt aujourd'hui pour considérer de quelle manière l'Inde pourrait être ce partenaire économique latino-américain. Mais je vois, et c'est très clairement exprimé, cette envie de diversifier donc leur partenariat de part des latino-américains. Oui. Il y avait un deuxième volet d'ailleurs dans la question de Guillaume, c'était de savoir si l'Inde, avec les capacités de se substituer donc à la Chine, aux États-Unis, à la fois sur le plan sécuritaire et économique. Peut-être je me propose de répondre un petit peu. En tout cas, l'Inde, pour le moment, n'a absolument pas ses moyens en termes de projection de sa marine et de ses forces armées. Bon, voilà, au-delà peut-être de son proche voisinage, l'Inde n'a pas encore ses capacités. Et sur le plan économique, là aussi, l'Inde n'a pas les capacités d'investissement à l'étranger d'acteurs comme les États-Unis ou la Chine. Peut-être qu'elle les aura, je pense que c'est Michael qui évoquait la question, elle les aura peut-être dans quelques années ou quelques décennies, mais pour le moment, à ce stade, l'Inde reste un acteur régional, mais n'a pas encore développé de capacité globale, comme l'ont fait les États-Unis il y a bien longtemps et aujourd'hui la Chine. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur la question, Michael. Peut-être je dirais, j'essaie d'être rapide, mais juste un mot l'inclusion de l'Inde pose une question peut-être un peu plus sur l'eau définition, dans le sens où, comme Sébastien l'avait évoqué déjà, mais comme l'Inde fait également partie des pays fondateurs des BRICS, on voit dans ma communication déjà, mais dans beaucoup de discours américains, l'Inde comme contrepoids à la Chine. Mais ça, c'est des discours géopolitiques, c'est des constructions, comme j'essaie de démontrer tout au long de cette présentation, qui dépendent d'une simplification des faits géographiques réels et qui sert à des buts très précis, c'est de définir un champ d'action pour les États-Unis ou le non-utilisation éventuellement de l'Indo-Pacifique pour définir un champ d'action relatif au partenariat avec la Chine. Mais le cas indien, si ça sert à quelque chose pour moi, au moins dans cette analyse de cette stratégie américaine, c'est surtout pour complexifier un peu le discours. Donc la question va un peu dans ce sens, même si l'Inde n'a pas encore la capacité d'investissement encore pour jouer ce rôle d'influence. Le fait que l'Inde est à la fois partenaire privilégié même s'il y a des conflits de la Chine à travers les BRICS d'une certaine manière, et partenaire privilégié des États-Unis à travers le Quad et l'IPEF et autres, c'est juste un bon rappel que ces concepts comme l'Indo-Pacifique sont des constructions assez artificielles finalement et qui sont intéressants pour voir qu'est-ce qu'il veut dire en termes de l'action qu'il veut mener un pays, mais qui ne représente en rien la vérité du terrain. D'ailleurs, peut-être ton intervention me fait penser à une citation du ministre des Affaires étrangères chinois qui en réalité racontait un petit peu ça, Wang Yi. Et alors justement, je l'avais noté, j'ai pas eu le temps de la citer, mais elle est intéressante. Et donc, quand il évoquait cette notion d'Indo-Pacifique et de stratégie américaine dans l'Indo-Pacifique, hein, il disait que c'était en réalité la coagulation de petites cliques au service de l'hégémonie américaine, quoi, qui allait devenir les pions au service de l'hégémonie américaine. Et on voit en réalité que cette stratégie d'Indo-Pacifique pour la Chine, elle est très problématique, elle est vue comme un caillou dans la chaussure, et voilà, la Chine rejette en fait assez durement en fait ces stratégies-là. Justement, pour faire la transition sur la Chine, on a une question d'un spectateur anonyme qui nous demande quel impact peut avoir la Chine sur l'état de la démocratie en Amérique latine. Alors, la démocratie, en tout cas, si c'est la démocratie libérale à l'occidental, c'est pas le modèle idéal pour la Chine. Au contraire, la Chine est à ce niveau-là porteuse d'un contre-modèle.
où justement le marché doit être sous le contrôle des décideurs économiques si on veut avoir la capacité justement à planifier, à contrôler le développement, puisque, bon voilà, contrairement à l'idéologie libérale qui considère que le marché, en quelque sorte, euh, est à la fois l'alpha et l'oméga des dynamiques économiques, c'est-à-dire qui permet de résoudre les contradictions. Pour les Chinois, le marché n'est qu'un outil qui doit être au service du parti communiste. Et sur le plan du modèle démocratique, la question de la séparation des pouvoirs, du parlementarisme, etc., tout ça, ce sont des notions qui sont rejetées par le Parti communiste. Donc, le pouvoir chinois décrit son modèle comme un modèle démocratique, voilà, entre guillemets. Mais le modèle occidental, c'est plutôt un modèle jugé par la Chine inefficient, et voire même un petit peu décadent en termes des valeurs qu'il porte. Et donc la Chine n'a pas pour ambition de diffuser ce modèle dans le monde, même si officiellement la stratégie chinoise à ce stade, c'est pas véritablement de constituer un contre-modèle en réalité, comme pouvait l'être l'Union soviétique face au bloc occidental durant la guerre froide. Et la Chine fait le choix de la non-intervention dans les affaires intérieures des pays et leur modèle, mais elle veut affirmer son droit, en tout cas, à ne pas suivre le modèle occidental et, si possible, à travers l'angle normatif dans les relations internationales, et en particulier au sein des organisations internationales, essayer de porter des contre-valeurs à celles occidentales et notamment aux contre-valeurs portées par cette démocratie libérale. Peut-être avant de nous séparer, une dernière question qui a été posée par Robert, qui nous disait, Robert Boyer, un non-alignement actif de type chilien est-il efficace sans coordination politique au niveau continental? Et Robert nous dit, sinon les négociations strictement bilatérales ne vont-elles pas aggraver la dépendance asymétrique de l'Amérique latine, double vis-à-vis de la Chine pour ses économies et des États-Unis en matière de défense? Non, ben, je crois que ici, la réponse est à moitié dans la question. C'est-à-dire que c'est ces débats qu'il y a autour de créer cette capacité à finalement ne pas prendre parti, donc être actif dans le non-alignement est posé. Je pose la question, est-ce qu'il est possible d'être équidistant ou pas? Mais tout dépend évidemment de l'idée qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de solidarité de stratégie commune entre pays latino-américains. Or, justement, nous sommes dans le creux de la vague de l'intégration latino-américaine à ce moment où, justement, le phénomène d'intégration ne marche pas. D'ici quelques années, on va probablement voir une remontée en puissance de ce désir d'intégration. Mais ça n'est pas le cas en ce moment, d'autant plus qu'il n'y a plus ici une claire deuxième vague progressiste, second pink tide, comme il y avait eu au début du XXIe siècle. Et au contraire, ici, il y a un clair contre-modèle à tout cela qui est l'Argentine, qui se développe comme une sorte de contre-laboratoire. À ce qui serait la vague progressiste, et deux, également à l'intégration au niveau régional, puisque l'Argentine est l'un des pays les plus critiques vis-à-vis du fonctionnement du Mercosur. Merci Sébastien, je te remercie pour cette réponse. Alors je vois qu'on est quasiment à l'horaire terminal qu'on avait anticipé. Je ne sais pas, Robert, oui, on n'a plus le temps de prendre une dernière question, je pense. Ouais. On n'a plus le temps, hein. Ouais, d'accord. Je voulais vous remercier parce que vous avez montré la vertu de ce séminaire, hein. Il n'y a pas de concept naturel lorsqu'on creuse, c'est vraiment des constructions. Et lorsqu'on les compare, on voit le travail des sciences sociales. Le deuxième point, on voit bien l'interdépendance non seulement des nations, mais aussi de la sécurité, de la compétition technologique et de l'économie. Donc ouais, c'était absolument exemplaire, hein. Et merci pour vos exposés très denses. Si vous êtes intéressé, le prochain séminaire aura lieu le 4 mars. Il présentera 2 ouvrages des presses universitaires de Rennes qui éditent les meilleures des thèses publiées et aidées par l'IDEA. Et le problème sera perdre ou gagner en influence
dans les Amériques, politique dans les Amériques. Merci à vous, très bonne soirée et félicitations encore. Vous avez donné un exemple magnifique d'interaction. Merci pour votre Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.